Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du docteur Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour, jour après jour, vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Isabelle Meurger, médecin fonctionnel et spécialisée en médecine anti-âge. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Catherine. Merci de nous retrouver pour un second podcast. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Aujourd'hui, le thème que vous allez aborder, que vous avez choisi d'aborder, c'est l'impact du polymorphisme de l'ApoE sur le métabolisme. C'est un sujet très technique, pointu. Est-ce que, pour démarrer, vous pourriez nous rappeler l'importance des tests génomiques en particulier et quelle place ça occupe dans votre pratique? Oui, alors avant de parler des tests génomiques, je vais faire un petit rappel sur la génétique. Donc la génétique, ça permet d'identifier une maladie à partir d'un gène. La génomique, c'est un petit peu différent. Ça ne permet pas d'identifier une pathologie, mais ça permet plutôt de révéler un réglage qui n'est pas pathologique par lui-même. Mais ce réglage va augmenter les risques d'une maladie future. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est possible d'agir par des changements d'habitudes alimentaires, d'hygiène de vie et éventuellement par certains compléments alimentaires ou certains traitements. Et c'est vraiment le cœur de la médecine préventive personnalisée, la médecine sur mesure. Alors, il faut savoir que les tests génomiques sont très encadrés dans la législation française. Les patients, ils doivent donner leur accord, leur consentement éclairé, comme toute procédure de séquençage génomique. On doit leur apporter des informations. Ils ne reçoivent pas eux-mêmes les résultats. C'est nous qui leur apportons les bénéfices, les risques et la portée des résultats. Et bien sûr, il y a une confidentialité, protection des données renforcée par le règlement RGPD. Alors, en pratique, comment on fait des tests génomiques? Donc, soit par une prise de sang, soit par la prise de cellules jugales. Donc, à l'aide d'un petit coton, on vient prélever des cellules dans la bouche. Alors, on va revenir sur le code génétique. Donc, le code génétique de l'ADN, il est composé des 4 paires de bases adénine, cytosine, guanine, thymine. Celui de l'ARN, adénine, cytosine, guanine, uracile. Je vais vous donner un exemple de séquence génétique pour 4 personnes différentes pour le même gène. Par exemple, une personne numéro 1, donc pour le gène A, elle a une série de séquences de nucléotides et cette série de séquences va faire que sa protéine qui va être produite à l'issue de la lecture dans les ribosomes de cette séquence va faire une protéine fonctionnelle. Pour la personne 2, on va dire qu'il y a une petite mutation. La thymine a été remplacée par la cytosine. Eh bien, on va voir que la protéine va toujours être fonctionnelle. Elle va marcher comme la première. Pour ce même gène, avec une personne numéro 3, cette fois-ci, la thymine a été remplacée par la guanine. Eh bien, on voit que la protéine qui va être issue de ce codage va être moins efficace. Un autre exemple, pour le même gène, une personne 4, la thymine a été remplacée par l'adénine et là on voit que la protéine produite n'est plus du tout fonctionnelle. Donc c'est ça la génomique. Dans votre pratique, est-ce qu'il existe certaines analyses génomiques qui vous semblent être incontournables? Et si oui, lesquelles vous prescrivez le plus à vos patients? Oui. Alors, s'il y en avait une seule à faire, bien sûr, ce serait les ApoE. On va expliquer plus tard pourquoi. Mais entre autres, il y a les ApoE.
Bien sûr parce qu'elles sont considérées comme des marqueurs génétiques importants du taux de cholestérol et sont des facteurs de prédisposition génétique aux maladies cardiovasculaires et neurodégénératives pour le E4, notamment l'Alzheimer. Une autre que je fais très souvent, c'est le DIO2 chez mes patients qui ont des insuffisances, notamment thyroïdiennes, puisqu'elle permet de mesurer la protéine qui permet la conversion de la thyroxine T4 en hormone thyroïdienne active, la T3, puisque seule la T3 est active et il n'existe des récepteurs que à la T3 dans l'organisme. Un autre qu'on peut être amené à faire fréquemment, c'est le FUT2, qui nous permet d'identifier des déficits en fucosyl, en fabrication de fucosyl lactose. Donc, il va avoir une importance importante sur la fabrication du mucus. Et donc, chez tous les patients qui ont des dysbioses, c'est très intéressant à doser. Le MTHFR chez des gens à un facteur de risque cardiovasculaire, puisqu'il nous permet de voir certains polymorphismes qui vont déclencher des hyperhomocystéinémies. Et donc, ça permet de suivre ces patients de plus près, éventuellement de leur donner des compléments alimentaires adaptés sur un plus long terme. L'AMI1A, donc c'est ce test permet de voir si la protéine, l'enzyme, l'amylase salivaire est active ou non. Et on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'amylase salivaire. Et donc ça a une implication importante, notamment sur la digestion des glucides. Un autre que je ferai très souvent également, c'est le MCM6, anciennement on l'appelait le LCT, donc ça nous permet de détecter des intolérances au lactose primaire, donc des gens qui n'ont pas du tout la lactase pour digérer le lactose, donc c'est vraiment très intéressant à faire également. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de détails justement sur l'importance du polymorphisme de l'ApoE et vous, est-ce que dans votre pratique c'est une recherche que vous faites en routine ou est-ce que vous ne l'utilisez que chez vos patients qui ont des antécédents, par exemple, de maladies neurodégénératives ou cardiovasculaires dans leur famille? Moi, je vais utiliser ces ApoE maintenant en routine. C'est vrai qu'au début, je l'ai utilisé parcimonieusement, mais maintenant, ça apporte tellement, notamment sur les conseils qu'on peut donner au niveau alimentaire, que je ne m'en prive pas. J'essaye de la faire systématiquement dans mes bilans biologiques en médecine fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ApoE? C'est un gène qui code pour le transport du cholestérol dans le sang. Il est situé sur le chromosome 19 et nous avons 3 allèles des ApoE. Nous avons les E2, les E3 et les E4. Donc, on va avoir 6 génotypes possibles puisque vous savez qu'on a 2 allèles de chacun de nos parents. Donc, on peut avoir des combinaisons. On peut avoir E2, E3, E3, E4. Enfin, voilà, toutes les possibilités sont là au niveau des allèles. C'est une glycoprotéine qui est impliquée dans le transport des lipides. Donc, je vous l'ai dit déjà dans le processus d'absorption du cholestérol. Elle joue un rôle aussi important au niveau de la coagulation, au niveau des défenses immunitaires et aussi au niveau de la protection contre les processus oxydatifs. Elle joue un rôle aussi dans la détoxification des métaux lourds, notamment le mercure et le plomb. Mais vraiment, ce qui est très intéressant dans les ApoE, c'est qu'elle va conditionner les grands équilibres des macronutriments, notamment l'assimilation des graisses et des glucides et à moins grande échelle des protéines. Il existe plusieurs versions du génotype ApoE, comme je vous ai expliqué, les E3, les E4 et les E2. Et ce génotype fait partie des 3 génotypes avec le LCT ou MCM6 et le DIO2 qui ont été fortement influencés par notre évolution au cours des dernières dizaines de milliers d'années. Les premiers ApoE qui existaient, donc, c'était les E4. Il y a 400 000 ans, à la croisée des chemins entre les grands singes et l'homme, ceux-ci vivaient dans les arbres du bassin africain et ils se nourrissaient essentiellement de fruits gorgés de soleil. Ils consommaient en fait beaucoup plus de glucides et peu de graisse. Notamment, ils consommaient peu de graisse saturée. Puis, ils sont descendus des arbres, ils ont commencé à
à chasser, et donc ils sont devenus chasseurs-cueilleurs. Et comme ils ont mangé de plus en plus de graisse animale, eh bien c'est dans ce contexte qu'ApoE3 est apparu il y a environ 200 000 ans. Et au fur et à mesure de la conquête, de sa conquête du monde, eh bien l'homme est monté sur des latitudes de plus en plus froides, avec en mangeant des animaux qui étaient de plus en plus gras. Et donc, à l'inverse, il y avait de moins en moins de glucides dans leur alimentation. Et ça pourrait expliquer, donc ce sont des théories, il n'y a rien de sûr, ce sont des théories aussi controversées, mais ça pourrait expliquer l'apparition du E2. Mais quoi qu'il en soit, c'est la version la plus récente de l'évolution, le E2. Il date de 100 000 ans. Svante Pablo, qui est un chercheur qui a eu le prix Nobel de médecine en 2022, a apporté beaucoup et il a créé une nouvelle science qui s'appelle la paléogénomique. Donc selon que l'on est E4, E3 ou E2, on va donc plus ou moins bien assimiler les graisses, les glucides et dans une moindre mesure les protéines, ce qui va déterminer vraiment les mesures alimentaires et les comportements alimentaires à adopter. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais génotype ApoE. On aurait tendance à dire que l'ApoE4 est mauvais, car c'est vrai, il prédispose à des maladies neurodégénératives, notamment à l'Alzheimer ou aux maladies cardiovasculaires. Mais en fait, cet ApoE4, il est adapté au contexte alimentaire qu'il a vu naître. Et il est drastiquement différent de notre pyramide occidentale. D'ailleurs, on constate que des populations d'Afrique, elles sont certaines majoritairement ApoE4. Et pourtant, elles n'ont pas de maladie neurodégénérative. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont une alimentation qui est complètement adaptée. Il y a une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est le cholestérol, il a très mauvaise presse. Mais il faut savoir que le cholestérol, il est vital. Il est précurseur. Sans cholestérol, on n'a pas d'hormones stéroïdiennes, on n'a pas de cortisol, on n'a pas de testostérone, on n'a pas de progestérone ou d'aldostérone. C'est vraiment une molécule très abondante dans le cerveau. Donc c'est comme tout, en médecine fonctionnelle, il ne faut pas le faire baisser de manière trop importante. On peut, vous connaissez les courbes de Gauss en U. Quand on en a trop, c'est pas bon, mais quand on n'en a pas assez, c'est pas bon non plus. Pour revenir sur cette problématique, entre guillemets, qui entoure le cholestérol, est-ce que vous pourriez aussi revenir sur cette problématique de vocabulaire où on parle de bon cholestérol, de mauvais cholestérol? C'est quelque chose qui, d'un point de vue scientifique, n'a pas de sens. Est-ce que vous pourriez réexpliquer cette notion à nos thérapeutes? Oui. Donc le bon cholestérol serait le HDL et le mauvais le LDL. Donc il faut savoir que le HDL, il va ramener le cholestérol de la périphérie vers le foie. Par contre, le LDL, il va emmener plutôt en périphérie le cholestérol, ce qui peut créer des dépôts dans les vaisseaux en réduisant leur diamètre. C'est pour ça qu'on dit que le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Mais en fait, le véritable problème, c'est pas vraiment le LDL en soi, mais c'est plutôt l'oxydation de ce LDL. Parce que si ce LDL s'oxyde, l'organisme va le considérer comme une molécule étrangère et il va l'attaquer comme une réaction auto-immune et l'organisme va produire des anticorps contre le cholestérol. D'ailleurs, ces anticorps, on peut les doser en biologie fonctionnelle, on peut doser les anticorps anti-LDL oxydés. Et c'est cet état inflammatoire dans les vaisseaux qui va conduire à ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc les valeurs à viser, le cholestérol, on va dire que c'est plutôt autour de 2 grammes, mais ces valeurs vont être aussi à voir au cas par cas en fonction du type d'ApoE du patient qu'on a devant soi. On va être beaucoup plus regardant, bien sûr, chez un patient qui est E4, par exemple. Cette question des anticorps anti-LDL oxydés est vraiment extrêmement intéressante sur les problématiques cardio-métaboliques, on va dire. Et chez des patients qui présentent un génotype ApoE3-E4 ou E4-E4, on a souvent un taux d'anticorps anti-LDL très élevé. Est-ce que vous, dans votre pratique, chez ces patients plutôt à risque, vous avez une stratégie antioxydante un peu plus spécifique, un petit peu plus poussée que pour d'autres patients? Bien sûr. Donc chez ces patients, effectivement, on va mesurer les anticorps anti-LDL oxydés.
On va donner bien sûr des consignes alimentaires pour faire baisser un petit peu ces LDL oxydés, mais on va aussi conseiller des compléments alimentaires antioxydants. Donc tous les antioxydants sont les bienvenus. L'astaxanthine est très intéressante pour les anticorps, faire baisser ces anticorps anti-LDL oxydés, mais on peut utiliser un antioxydant universel comme l'acide lipoïque, on peut utiliser des polyphénols. On va vraiment, dans notre ordonnance de complémentation alimentaire, insister vraiment sur les antioxydants. Alors connaître son génotype ApoE, en fait, même si parfois ça semble être une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est vraiment une façon pour le patient d'adapter son mode de vie à son métabolisme. Et d'ailleurs, Georges Mouton utilise une métaphore qui est très parlante à mon sens, c'est savoir utiliser le bon carburant pour que le moteur fonctionne le mieux possible. Quelles sont, vous, les recommandations alimentaires principales que vous faites à vos patients ? Donc c'est vrai que Georges Mouton a beaucoup apporté à la génomique, il a beaucoup étudié les comportements alimentaires en fonction de ses ApoE. Et c'est vrai que je lui rends hommage aujourd'hui parce qu'il a des métaphores très parlantes et c'est tout à fait exact. Donc sur les pyramides alimentaires, on va commencer par les ApoE3. Il faut savoir que les ApoE3, c'est quand même la majorité de la population puisque c'est 70% de la population. Donc cette pyramide alimentaire est un petit peu différente de la pyramide alimentaire santé qu'on a l'habitude de voir avec des céréales plutôt à la base. Là, cette pyramide alimentaire va correspondre plutôt à une alimentation riche en graisse et pauvre en hydrates de carbone, en anglais high fat, low carb, puisque la faiblesse des E3, si je puis dire, c'est leur digestibilité des hydrates de carbone et ils vont avoir une bonne assimilation des graisses. Donc on va favoriser plutôt les fruits et les légumes qui seront à la base de la pyramide. Viendront ensuite les protéines animales qui viennent de la mer ou les viandes, tout type de viande. Dans les graisses qu'on va voir un petit peu remonter au niveau de la pyramide, bien sûr l'huile d'olive, toutes les graisses oméga 3, les oléagineux, la tapenade, le guacamole, les avocats, le chocolat plutôt à 85%. Ensuite, on va monter un petit peu dans la pyramide. Au niveau des féculents et des glucides, on va favoriser les légumes racines, on va favoriser plutôt les pseudo-céréales comme le sarrasin, le quinoa, les légumineuses. On va monter encore dans la pyramide. Les produits laitiers peuvent être consommés quand on est E3. Bien sûr, on pourra vérifier également qu'il n'y a pas d'intolérance au lactose ou d'intolérance à la caséine ou à la bêta-lactalbumine. Ce qu'il va falloir limiter fortement, c'est plutôt les céréales, notamment les céréales à gluten, le riz, toutes ces choses-là, toutes ces céréales qui ne sont pas favorables. Et on sait que dans notre alimentation courante occidentale, les céréales, elles font partie vraiment de la base de l'alimentation. Et là, on peut voir que elles sont plutôt dans le haut de la pyramide. Et tout ce qui est à éviter, ça c'est pour tous les ApoE, c'est bien sûr les produits ultra transformés. Chez les E3, on va faire attention donc à la charge glycémique, c'est ce qu'on va surveiller de près. Et puis, on fera attention aussi au ratio oméga 3, oméga 6, 1 sur 1. Et on pourra conseiller le jeûne intermittent, mais ça aussi, on peut le conseiller chez tout le monde. Les E2, donc ce génotype est beaucoup plus rare, il n'est que de 5% de la population. Donc les E2, ils ont une capacité d'assimilation et de métabolisation des graisses incroyable. Mais par contre, au niveau des glucides, c'est pas du tout le cas. Donc le régime adapté, ça va être beaucoup de graisse, très peu d'hydrates de carbone pour les E2, E3, voire pour les E2, E2. Bon, on n'en trouve pas souvent des E2, E2, mais ça arrive. Carrément le régime cétogène. Pour eux, c'est adapté vraiment. Donc, c'est quoi? C'est des légumes à la base de la pyramide, mais plutôt non farineux, les viandes, toutes les graisses, bon, bien sûr, toujours les bonnes graisses, des bons oméga, les huiles d'olive, ça, on est toujours dans les mêmes catégories de graisses, c'est pas pour autant qu'on va manger des mauvaises graisses. Les produits laitiers, s'il n'y a pas d'intolérance, ils vont pouvoir être consommés, mais par contre, tout ce qui est trop glucidique, donc les fruits ne vont pas être à la base de la pyramide, mais vont être beaucoup plus hauts, puisqu'il va falloir éviter
éviter tout ce qui est trop glucidique, les fruits, les céréales, même les pseudo-céréales, ça va être vraiment en petite quantité, les céréales bien sûr, et les produits transformés. Donc c'est un peu compliqué pour les ApoE2. C'est vrai que le régime cétogène, c'est difficile à faire sur le long terme, mais c'est ce qui leur correspond le mieux. Pour les ApoE4, donc c'est quand même, ce génotype concerne quand même 20% de la population. Donc c'est celui qui pose problème notamment pour les maladies cardiovasculaires, plus à risque de maladies cardiovasculaires et de maladies neurodégénératives. Le régime des ApoE4 va ressembler un peu au régime flexitarien, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir consommer un petit peu plus de glucides, un peu moins de protéines animales notamment, puisque les protéines animales, surtout celles qui sont très riches en graisses saturées, en acide arachidonique ou très grasses comme le porc ou l'agneau, ça va être vraiment à éviter. Les produits laitiers aussi, puisque ça peut contenir des mauvaises graisses mal assimilées par le E4. Si vous êtes face à un E4 qui a du cholestérol, il va falloir lui faire arrêter les produits laitiers. S'il n'a pas de cholestérol, ce sera acceptable de lui faire manger des produits laitiers une ou deux fois par semaine. Alors, ces ApoE4, il faudra veiller aussi à ce qu'ils aient un bon apport en bonne graisse, donc en oméga 3, un bon apport en vitamine D, ne pas leur donner des huiles de coco, des huiles de palme, l'huile de coco qui peut être très plébiscitée aussi à éviter chez le E4. Bien sûr, toutes les consignes qu'on peut donner aux gens en prévention de l'Alzheimer, c'est-à-dire l'activité cérébrale, l'activité physique, le jeûne intermittent est aussi très bon pour les E4. Ce qui complique un petit peu les choses, c'est que quand on fait de la génomique, on reçoit des résultats parfois très faciles à interpréter, E4, E4, E3, E3, E2, E2. Donc là, forcément, on va diriger notre alimentation vers cette génomique. Si on a un résultat qui revient E2, E3, eh bien, on va donner des conseils plutôt sur les E2. Si c'est E3, E4, on va plutôt conseiller vers les E4. Par contre, c'est vrai que j'ai une patiente comme ça qui est E2, E4. Alors là, c'est le casse-tête chinois parce que c'est vraiment les deux opposés. Et là, on va s'aider justement de la médecine fonctionnelle, des examens complémentaires qu'on peut faire pour trancher sur l'alimentation. Et c'est vraiment au cas par cas. Donc c'est vrai que connaître ces génotypes ApoE, ça permet d'être au plus près du fonctionnement intime de notre organisme. Ça nous permet d'aider à développer des stratégies de prévention personnalisées et des traitements ciblés et de faire une médecine vraiment du sur-mesure très pointue. L'alimentation joue vraiment un rôle déterminant pour justement tenir compte de ce génotype ApoE. Les compléments alimentaires peuvent aussi être un soutien pour les patients. Votre top 3, Isabelle, pour aider nos thérapeutes, quels sont les 3 compléments que vous jugez incontournables dans cette prise en charge ? Je dirais les oméga 3. Les oméga 3 parce que pour leur effet anti-inflammatoire, leur effet actif sur notre cerveau, sur notre cardiovasculaire, sur notre diminution de l'inflammation. Très intéressant chez les E4. La vitamine D avec dosage, parce que la vitamine D, on trouve énormément de patients qui sont sous-dosés en vitamine D, et quand on fait les dosages, on se rend compte que c'est très difficile parfois de faire monter cette vitamine D, donc il faut un bon dosage en vitamine D, et ne pas hésiter à faire et à refaire cette vitamine D pour trouver le dosage de croisière, si je puis dire. Et puis des antioxydants. C'est vrai que on voit que le cholestérol, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'oxydation de notre cholestérol est vraiment pas bon pour notre longévité et notre santé. Donc, ne pas hésiter à donner de bons antioxydants à nos patients. Donc, ce serait mon top 3, mais il y en a plein d'autres, mais je me suis limitée à 3. Merci beaucoup Isabelle. Je suis certaine que nos thérapeutes vont progresser grâce à ce podcast et ça va leur donner des nouvelles clés pour accompagner de façon encore plus personnalisée leurs patients. Merci à tous pour votre écoute. Je vous retrouve avec plaisir très prochainement pour un prochain épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt.